Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette conférence de l'histoire. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Evelyne Thibault, qui est professeure au département de foresterie, le département des sciences du bois et de la forêt de l'Université Laval. Elle se spécialise dans les sols forestiers et tout ce qui concerne la biomasse forestière. Entre autres, depuis peu, elle est responsable d'un grand projet qui regroupe plusieurs universités et centres de recherche au Québec et aussi donc plusieurs professeurs de lycée Lugo. Donc, aujourd'hui, justement, elle va nous parler de foresterie et de carbone. Donc, bienvenue, Evelyne. On te laisse la parole et je vais aller, moi, je vais passer ma caméra, je vais enlever le son de la salle pour utiliser les bruits. Parfait. Je vais partir mon PowerPoint. Comme ça, vous voyez ma présentation? Oui, c'est parfait. Parfait. Eh bien, bonjour à vous tous. Je suis contente d'être là. Merci beaucoup de l'invitation. Philippe, ça m'a fait plaisir que tu m'invites. Comme tu dis, on vient d'avoir les bonnes nouvelles concernant un gros projet de recherche sur le carbone forestier, les forêts, les changements climatiques. Dans le fond, ma présentation, ça va être un peu en lien avec ça. Je vais vous parler des choses qu'on a découvertes dans les dernières années ou les connaissances qu'on a accumulées dans les dernières années et surtout de toutes les questions qui nous restent encore à poser, donc auxquelles on espère pouvoir répondre dans le cadre du projet de recherche, mais aussi sur probablement que les décennies à venir là, seront pas trop là, pour répondre à toutes les questions qu'on a encore en lien avec le carbone forestier. Donc, je vais juste commencer de manière un peu plus générale là, sur le contexte du carbone et des changements climatiques. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le budget carbone qui est publié à chaque année par un groupe qui s'appelle le Global Carbon Project, donc qui réunit différents chercheurs partout au monde qui analysent la comptabilisation du carbone et qui font le budget global du carbone, donc les sources et les puits de carbone pour voir où est-ce qu'on s'en va. Et donc, ils publient à chaque année une mise à jour de leurs travaux, ce qui analyse la dernière décennie pour voir les grandes tendances. Donc, celui-là, qui couvre là, de 2011 à 2020, il est sorti, là, je pense que c'était le 6 novembre, là, que les données sont toutes fraîches et très récemment mis à jour. Donc, c'est une bonne base de référence quand on va avoir des chiffres là, sur le budget carbone global. Et donc, dans leur mise à jour, ce qu'on remarque encore, donc les flèches qui montent vers le haut sur la figure, ça représente les sources d'émissions de gaz à effet de serre anthropiques. Et donc, les deux grosses qu'on voit, en fait, à gauche, donc, il y a les émissions qui viennent des énergies fossiles, donc la plus grosse flèche gris. Ensuite, il y a la flèche du land use change. Donc, ça, c'est beaucoup la déforestation, donc qui cause ces émissions-là. Donc, c'est les deux grosses sources d'émissions principales. Donc, il y a toutes sortes de choses qui rentrent là-dedans, là, mais donc, on les réunit dans ces deux grandes catégories-là. Donc, il y a ces émissions-là qu'on envoie à l'atmosphère. Les émissions de gaz venant des énergies fossiles, elles croît à chaque année. Là, la flèche, elle devient de plus en plus grosse. À chaque année, on a une petite dip là, à cause de la COVID, là, mais c'est reparti de plus belle. Là. Les usines au charbon en Chine sont reparties en fou. Et donc, cette flèche-là là, est particulièrement importante. Et il y a évidemment la new change, là, c'est beaucoup la déforestation. Ensuite, dans ce budget-là, on voit aussi les puits de carbone. Et donc, ces puits-là, il y a notamment les océans, donc la flèche complètement à droite. Donc, les océans, ça, ce n'est pas quelque chose pour lequel on peut vraiment faire quelque chose. On le sait que c'est un puits de carbone important. Mais donc, les processus exacts de comment ça fonctionne, là, il y a beaucoup de travaux de recherche qui se fait là-dessus. Puis, il y a un autre bout, là, il y a la flèche verte, là, donc le puits qui vient de la biosphère. Donc, ça, c'est l'ensemble de la végétation de toute la planète, donc qui est un puits carbone. Et donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a une imbalance entre les sources et les puits. Donc, on émet beaucoup plus de carbone à l'atmosphère que
les puits sont capables d'en séquestrer. Donc, c'est pour ça qu'il y a une augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Donc, ce qu'on peut faire pour essayer de venir résoudre ça. Donc, ça représente le cours normal des affaires. Là, que si on continue à avoir autant d'émissions de CO2 venant d'énergie fossile, autant venant du land use change, la partie biosphère, si elle reste à cette grosseur-là, ben, il va y avoir année après année après année une accumulation toujours plus importante de CO2 dans l'atmosphère avec toutes les conséquences sur le climat qu'on connaît. Donc, ce qu'on peut faire, ça, c'est le cours normal des affaires. Donc, pour changer ça, ce qu'on peut faire, c'est venir essayer de réduire les flèches qui montent, donc réduire les émissions venant du fossile, réduire le land use change, augmenter le puits venant de la biosphère. Le puits venant de l'océan, ça reste là aussi, mais là, qu'est-ce qu'on peut faire exactement pour ce puits-là? Là, c'est pas mal moins évident. Donc, fossile, land use change puis biosphère, là, c'est pas mal les flèches sur lesquelles on peut travailler. Donc, lors de la conférence de la COP 26 à Glasgow, là, les chefs d'État, la semaine passée, ont pris toutes sortes d'engagements concernant la déforestation, donc pour réduire ou éliminer la déforestation là, au cours des prochaines décennies, avec l'idée que ça vienne réduire là, la flèche Land Use Change. Okay, ça, c'est bien, mais après ça, il y a les autres flèches sur lesquelles aussi il faut travailler. La bonne nouvelle, c'est que le secteur forestier, c'est un des secteurs d'activité humaine pour lequel on est capable de jouer sur deux des flèches. Donc, la flèche des émissions de gaz d'énergie fossile qui s'en va à l'atmosphère, la flèche de la biosphère, donc qui sert de puits, puis aussi, évidemment, le land use change, si on réduit la déforestation. Donc, le secteur forestier, là, parmi toutes les activités humaines, c'en est un qui est appelé à jouer un rôle important dans le contexte de la lutte au changement climatique. Donc, cette figure-là que je vous montre, vous l'avez peut-être vue là, dans d'autres présentations. Là, les chercheurs s'en ont tout fait une version maison. Là, elle a été publiée par le GIEC au cours des années 2000. Et donc, on est plusieurs à l'utiliser comme cadre de référence. Dans le fond, ce que cette figure-là a dit, ce qu'on peut faire avec le secteur forestier, c'est augmenter les superficies forestières, donc les terres qui sont présentement non forestières, les transformer en forêt, donc pour avoir des plus grandes superficies forestières, donc augmenter le puits venant de la biosphère. Les forêts qu'on a déjà, les préserver, donc éviter qu'elles soient transformées en d'autres utilisations et les garder en santé, donc pour que le puits reste actif. Une autre partie importante, c'est que ces territoires forestiers-là, ils peuvent nous servir à fournir matériaux et énergie pour remplir les besoins des sociétés en remplacement des énergies et matériaux et énergie d'origine fossile. Donc, la grosse flèche grise d'émissions venant du fossile que vous aviez sur la diapo précédente, la foresterie peut venir jouer un rôle en fournissant matériaux et énergie renouvelables et venir réduire ou éliminer donc, cette flèche-là d'origine fossile. Donc, c'est cette vision-là intégrée du secteur forestier qui sort de cadre conceptuel dans beaucoup de mes travaux. Puis je vais vous montrer les petits bouts de recherche qu'on a fait sur ces différents morceaux-là. Une chose qui est importante de comprendre, c'est quand le GIEC fait cette recommandation-là, que le secteur forestier a un rôle important à jouer dans la lutte au changement climatique. Bon, c'est des paquets de chercheurs qui écrivent ça, ils se mettent dans une position de maître du monde, là, donc comme Capitaine Marvel, là, donc omniscient, qui est capable de jouer sur tous les morceaux comme s'il n'y avait pas de limite, de frontières politiques à nulle part. Ils disent donc pour sauver la planète, pour éviter les changements climatiques, il faut augmenter la superficie forestière, s'occuper mieux des forêts, avoir plus de produits, moins de produits d'origine fossile. C'est facile à dire d'un point de vue théorique comme ça, mais quand on rentre dans les détails, dans les jeux politiques et tout, de gouvernance, là, c'est une autre game. Donc, là, de voir comment ça peut s'appliquer de manière pratique là, dans nos décisions politiques courantes, là, c'est une autre histoire. Donc, là, quand on prend ce cadre conceptuel-là, une question qu'on est appelé à se poser, c'est dans un contexte de changement climatique, de lutte au changement climatique, est-ce que c'est mieux d'aménager les territoires forestiers pour une production maximale de produits du bois, donc qui vont venir remplacer des produits d'origine fossile, ou une séquestration maximale en forêt, qui va venir maximiser le puits en forêt? Donc, on est mieux de travailler sur la flèche verte de la biosphère ou sur la flèche grise des émissions fossiles?
Donc, c'est une question qu'on peut se poser. Elle a été posée par un paquet de chercheurs il y a quelques années qui ont tenu un atelier en Suède. Là, je vous ai mis le lien en bas. C'était vraiment la prémisse là, de leur discussion. Qu'est-ce qui est le mieux, y aller pour la production de bois ou pour la séquestration en forêt? Donc, je trouvais que c'était une bonne question d'entrer en matière. Là, les différents projets de recherche qu'on fait essayent de venir décortiquer les réponses à cette question-là. Je vais vous casser le punch tout de suite. Je vais vous donner les bribes de réponses auxquelles on est arrivé là, avec nos travaux de recherche. D'abord, l'augmentation de la séquestration de carbone dans les forêts ne pourrait pas, à elle seule, suffire à atténuer les changements climatiques. Il faut absolument trouver des moyens de réduire les émissions à l'atmosphère et l'utilisation des énergies fossiles. Et la production de matériaux et d'énergie renouvelables à faible empreinte carbone, c'est un rôle essentiel pour le secteur forestier. Je vous casse le punch. Maintenant, on va regarder comment on est arrivé à ces conclusions-là. Surtout les questions qui nous restent encore à poser. Il y a beaucoup de mes travaux de recherche que j'ai fait, en fait, le début de mes travaux de recherche, ça se passe à la forêt Montmorency. Donc, il y en a peut-être quelques-uns qui connaissent déjà ce territoire-là. Donc, c'est la forêt d'enseignement de recherche de l'Université Laval. Donc, c'est à peu près à 50 km au nord de Québec. C'est dans le domaine de la sapinière à Bouleau-Blanc. Donc, c'est un territoire de plus de 400 km², donc qui est géré par l'Université Laval là, depuis les années 60, où on teste différentes pratiques d'aménagement, où il y a de la recherche là, sur différents sujets. Et donc, quand je suis rentrée en poste comme prof en 2014, j'ai commencé à travailler sur le carbone forestier là, en utilisant ce lieu d'études-là. C'est là que j'ai fait une partie de mes études de bac. Là. Donc, c'est un territoire avec lequel j'étais à l'aise. Donc, j'ai commencé à travailler là. Donc, beaucoup des connaissances qu'on a développées jusqu'à présent, bien, ils concernent là, plus spécifiquement là, la sapinière à Bouleau-Blanc, telle qu'on la retrouve à la forêt Montmorency. Donc, dans les travaux qu'on a faits, on a étudié la dynamique du carbone, donc dans la sapinière à Bouleau-Blanc, suite à la coupe. La forêt Montmorency, bien, vous le voyez sur la photo là. En fait, ça, c'est mon garçon qui est en train de regarder un des paysages de la forêt Montmorency. Comme vous voyez, il y a une grosse coupe là, dans le milieu. Donc, c'est un territoire qui est aménagé, dans lequel on fait de la récolte forestière là, de manière commerciale. Et donc, c'est un territoire qui a été pratiquement complètement coupé dans les années 40-50. Donc, quand on en a hérité à l'Université Laval dans les années 60, c'est un territoire qui était presque entièrement coupé. Et là, depuis ce temps-là, bien, on a essayé de faire différentes pratiques d'aménagement donc pour restaurer les paysages. Mais ça nous donne un gros territoire d'études dans lequel on est capable d'étudier avec des chronoséquences, donc des coupes de différents âges, bien, d'étudier différents processus écologiques, notamment la dynamique du carbone forestier. Donc, ce que j'ai fait avec mes collègues, on est allé visiter différents aires de coupe, donc avec des conditions écologiques à peu près semblables, donc des peuplements de sapins baumiers à Bouleau-Blanc, mais de différents âges, donc des coupes de différents âges, des coupes très, très récentes jusqu'à des coupes très, très anciennes. Et on a fait l'inventaire carbone. Donc, on a mesuré tout le carbone aérien ainsi que le carbone souterrain. Et on a regardé comment ça évoluait dans le temps, donc suite à la coupe. Donc, c'est ça que vous voyez à l'écran. Donc, ça nous a permis de tracer l'évolution des stocks de carbone. Donc, c'était vraiment basé sur des données empiriques, là, pas faites par modélisation. C'était avec plusieurs dizaines de points, là, de parcelles faites sur le terrain. Ça nous a permis de tracer des courbes là, qui montraient l'évolution du carbone dans les différents réservoirs de l'écosystème. Donc, une chose que vous pouvez remarquer, donc la partie en gris, c'est le carbone qui se retrouve dans le sol. Donc, vous voyez que c'est là que se retrouve la plus grosse partie du carbone. Donc, je vous présente ici le sol typique de la forêt Montmorency. C'est le podzol ferro-humique. Donc, c'est des beaux profils comme ça. Donc, c'est des très gros réservoirs de carbone. Sauf que vous pouvez remarquer ici sur le graphique, bien, avec les études qu'on a faites, la façon qu'on a fait de l'inventaire, on n'a pas vu de changement du carbone du sol dans le temps suivant la coupe. On n'est pas sûr si c'est vrai, c'est peut-être qu'on a utilisé des mauvaises méthodes là, pour étudier le carbone du sol. Donc, il y a toutes sortes de projets d'étudiants là, qui viennent étudier le carbone du sol pour voir si on s'est trompé avec notre idée que ça reste stable dans le temps. Là, j'ai notamment une étudiante au doc qui travaille là-dessus parce qu'on est comme inquiet que le carbone du sol soit en réalité une bombe qui n'attend que d'exploser puis qu'avec notre aménagement forestier, on est peut-être en train d'allumer la mèche là, de cette bombe-là. Donc, il y a toutes sortes de projets de recherche qui se fait là-dessus.
Cela dit, pour le moment, je vais enlever le sol pour qu'on se concentre sur ce qui se passe dans le carbone aérien. Parce que pour l'instant, je n'ai pas assez d'informations pour vous en dire plus sur la dynamique du carbone, du sol, dans le contexte de l'aménagement de la sapinière à bouleau blanc. Vous me réinviterez dans une couple d'années, on va avoir plus de résultats là-dessus, mais sachez que c'est comme une préoccupation là, de savoir est-ce qu'on est assis sur une bombe là, qui risque d'exploser. Donc là, ce qui reste à l'écran, c'est les autres réservoirs de carbone aériens, donc les arbres vivants, les arbres morts, donc les chicots, les souches. On a les débris ligneux. Le bois enfoui, c'est des débris ligneux, mais qui ont été enterrés sous la mousse. Donc, la sapinière à bouleau blanc, c'est une sorte de peuplement assez humide dans lequel la mousse, ça pousse vraiment rapidement. Et donc, on a trouvé beaucoup de morceaux de bois enfouis. Donc, c'est comme des débris ligneux, mais sous la mousse. Donc, on les a comptés séparément. Donc, on voit la dynamique là, suite à la coupe. Dans le fond, ce qu'on remarque dans cette, vous voyez la forme de la coupe que le carbone total fait. Donc, dans les premières années, on voit une diminution du carbone et après ça, on voit une augmentation là, les années suivantes. Là, quand on s'est intéressé au processus, dans le fond, ici, c'est juste cette vidéo, c'est de la coupe qu'on a faite l'année passée à Forêt-Montmorency. Donc, suite à la coupe comme ça, donc c'est de la coupe totale qu'on fait dans ce genre de sapinière-là. Donc, dans les premières années, suivant la coupe, là, immédiatement après la coupe, ce qu'on voit, c'est que le sapin baumier, bien souvent, il y a une régénération préétablie. Il y a déjà des petits sapins qui sont établis au sol. Mais ces petits sapins-là, ils ne représentent pas un gros réservoir de carbone. Vous voyez qu'ils sont minuscules. Il y a à peu près une quinzaine d'aiguilles. Pour l'instant, ils ne représentent pas un très gros stock de carbone. Et ils ne font pas tant de photosynthèse. Ils en font un petit peu, là. Ils viennent capter du CO2 de l'atmosphère, sauf que ce n'est pas une accumulation très importante là, de carbone là, pendant les premières années, là, quand ils sont tout petits comme ça. Et donc, sur le graphique, on les voit à peine, ces petits arbres-là. Là, comme vous voyez, dans les premières années, là, on ne voit pas encore la partie arbre vivant là, parce que c'est trop petit là, par rapport aux autres réservoirs de carbone. Donc, on a ça. L'autre affaire qui drive vraiment beaucoup la dynamique du carbone dans les années suivant la coupe, c'est la quantité de débris qui est laissée au sol lorsqu'on fait la coupe totale. Donc, ça, c'est un exemple d'une aire de coupe. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de débris, les branches, les hauts-pieds des arbres. On récolte juste la partie marchande du tronc. Le reste est laissé sur le parterre de coupe. Donc, ça fait une grosse quantité de débris laissés au sol immédiatement après la coupe. Donc, ça représente un réservoir important. Et ce réservoir-là, bien, il diminue avec le temps dans les premières années parce que ces débris-là décomposent et relâchent leur CO2 à l'atmosphère. Et c'est vraiment ça qui drive la dynamique là, dans les premières années. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a comme deux parties là, dans notre dynamique. Dans les premières années, l'hectare de forêt qu'on envoie en coupe totale, dans lequel on fait une coupe totale, bien, pendant 26 ans, cet hectare-là est une source nette de CO2 à l'atmosphère parce que c'est la dynamique de la décomposition des débris qui drive l'histoire et les petits arbres qui sont installés, bien, ils ne font pas encore assez de photosynthèse dans les premières années pour accumuler du carbone de manière significative. Donc, c'est pour ça que dans les premières années, on a une baisse des stocks de carbone. Après ça, vers 13 ans, ça commence à augmenter. Mais ça prend du temps avant qu'on recapture tout le carbone qui a été perdu par décomposition. Donc, c'est à partir de 26 ans que notre hectare de forêt devient un vrai puits net de CO2 à l'atmosphère. Donc, parce que là, les arbres sont rendus assez gros, ils ont recapté le CO2 qui avait été perdu lors de la décomposition, puis que là, enfin, on commence à accumuler du carbone là, de manière significative. Donc, à chaque fois que je prescris une coupe totale à Forêt-Montmorency, chaque hectare de forêt pour lequel je prescris une coupe totale, je l'envoie en source nette. Là. Je crée une source nette de CO2 à l'atmosphère. Je dis ça parce que je suis responsable de l'aménagement à Forêt-Montmorency. Fait que là, depuis que j'ai ce graphique-là dans face, là, ça fait mal au cœur un peu là, de prescrire une coupe totale, sachant que ça envoie un hectare de forêt. Chaque hectare de forêt devient une source nette de CO2, puis que ça va juste être dans 26 ans. Je vais peut-être être rendue à la retraite là, avant que cet hectare-là redevienne un puits net de CO2. Donc, on voit cette grosse
la première partie là, de la courbe, là, je l'appelle la vallée de la mort. Là. Donc, ça prend un 26 ans avant que mon écosystème sorte de la vallée de la mort et se mette vraiment à avoir un effet positif à l'atmosphère. Là, un vrai puits net de carbone à l'atmosphère, ça prend 26 ans avant de sortir de cette vallée de la mort-là. Donc là, on s'est demandé qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut gérer cette vallée de la mort-là? Est-ce qu'on peut la réduire? Y a-t-il des choses qu'on peut faire pour pas que à chaque fois qu'on fait un hectare de coupe, ça devienne une source nette de carbone comme ça pendant si longtemps? Donc là, on se questionne sur est-ce qu'il y a une meilleure sylviculture qu'on peut faire avec les forêts, les jeunes forêts, donc une sylviculture dans les 0-20 ans, donc dans les premières années. Est-ce qu'il y a une façon qu'on pourrait raccourcir ou éliminer la fameuse vallée de la mort? À Forêt-Montmorency, on fait très peu de reboisement. Donc, c'est vraiment, comme ailleurs au Québec, c'est la régénération naturelle qui prime. Et généralement, notre régénération naturelle est suffisante, qu'on n'a pas besoin de faire beaucoup de reboisement. Donc, le graphique que je vous montrais, c'est quand c'est juste la régénération naturelle. Donc, oui, ça nous permet de remplir notre objectif d'atteindre une régénération naturelle suffisante, mais en termes de stockage de carbone, cette régénération naturelle-là, ça y prend du temps avant de capter suffisamment de carbone. Est-ce que si on faisait plus de reboisement, si on s'occupait plus de nos arbres là, dans les premières années, il y aurait moyen d'augmenter cette récolte-là. Donc, ça fait partie des questions qu'on se pose auxquelles on n'a pas encore de réponse. Donc, pour l'instant, c'est du sapin baumier, évidemment, qui domine nos parterres de coupe. Quand on fait du reboisement, on replante de l'épinette blanche. Est-ce qu'il y a des épinettes? Bon, il y a toutes sortes de travaux qui se font sur des espèces à plus haut rendement. Est-ce qu'on pourrait replanter des espèces différentes, des espèces à plus haut rendement pour capturer plus de carbone et venir réduire notre vallée de la mort? Donc, ça fait partie des choses qu'on veut tester, soit par modélisation ou par nos travaux terrain. Cela dit, si on rentre dans les questions de faire du reboisement ou faire de la plantation, il y a la question de la préparation de terrain. Donc, ça, c'est tiré des travaux de mon frère, Nelson Tifo. Lui, il travaille sur la préparation de terrain, justement, avant le reboisement. Et donc, souvent, pour favoriser la croissance des petits semis qu'on met en terre, on ferait de la préparation de terrain là, pour améliorer la qualité du microsite. Sauf que cet effet-là de préparation de terrain, mais ça peut peut-être venir influencer négativement les stocks de carbone du sol. Donc, est-ce que ça viendrait allumer encore plus la mèche là, sur la carbon bomb là, du carbone du sol? Très peu de données existent présentement là-dessus, là, sur l'effet de la préparation de terrain sur les stocks de carbone du sol. Il y a eu beaucoup d'études sur l'effet bénéfique que ça a pour la croissance des arbres qu'on met en terre, là, les différentes pratiques de préparation de terrain, mais dans quelle mesure ça vient influencer les stocks de carbone du sol? Bien, ça, c'est une des questions qu'il faut se poser, là, puis qu'on va essayer de répondre là, dans le cadre du nouveau projet de recherche là, avec les collègues là, dont on parlait tantôt. Puis, est-ce que les gains en croissance des arbres, des semis mis en terre, les gains en croissance causés par une bonne préparation de terrain, est-ce qu'ils sont suffisants pour compenser les pertes liées à la préparation de terrain? Ça, encore une fois, c'est des questions ouvertes là, qu'on a pour l'instant, pour voir dans quelle mesure on peut venir réduire ou éliminer là, la fameuse vallée de la mort là, suite à la coupe totale. Donc, l'autre question qu'on se demande, bien là, présentement, dans la sapinière à bouleau blanc, bien, c'est la coupe totale qu'on utilise, comme un peu partout en forêt boréale. Mais là, de plus en plus, on parle de l'utilisation de la coupe partielle plutôt que la coupe totale. Donc, plein de projets de recherche qui se fait un peu partout au Québec dans différents écosystèmes. Ce n'est pas encore dans les pratiques opérationnelles de faire la coupe partielle. La coupe partielle, c'est que tu vas chercher quelques tiges et tu gardes un couvert résiduel. Donc, ça se fait presque exclusivement là, en forêt feuillue. C'est la méthode privilégiée en forêt feuillue. En forêt boréale, c'est pas mal la coupe totale, parce que là, la coupe partielle, d'un point de vue opérationnel, on trouve ça trop compliqué, on trouve ça pas rentable, ici et ça. Sauf que là, on se dit, bien là, peut-être que d'un point de vue gestion du carbone, c'est peut-être la clé pour nous permettre de limiter ou d'éliminer la vallée de la mort. Parce que le fait qu'on fasse juste une coupe partielle, bien là, il va probablement avoir moins de perturbations au sol. On ne va pas rajouter tant que ça de nouveaux débris, mais on va préserver le bois mort déjà présent.
va peut-être avoir un gain de croissance suffisant des tiges résiduelles pour éviter la fameuse vallée de la mort, tout en assurant quand même un volume marchand là, récolté là, à intervalles réguliers. Donc, j'ai un troc d'étudiants gradués là, qui travaillent sur la coupe partielle là, dans la sapinière. Donc, on fait beaucoup de travaux. On en a fait à Forêt-Montmorency des coupes partielles, puis on les étudie intensément, le bois mort, ce qui se passe dans le sol, le gain de croissance des tiges. La question avec laquelle on reste, c'est toute la partie opérationnelle. Là, les compagnies autour qui travaillent dans la sapinière, ils veulent rien savoir de la coupe partielle parce qu'ils trouvent que ça coûte trop cher et que ça ne vaut pas la peine. Mais là, on va essayer d'avoir l'argument carbone pour essayer de les convaincre. Mais encore faut-il qu'on finisse de prouver là, dans quelle mesure là, ça nous permet vraiment de réduire ou d'éliminer la vallée de la mort. Donc, une autre question qu'on se pose à Forêt-Montmorency que vous êtes sûrement posée aussi, qu'est-ce qu'on fait avec les vieilles forêts? Donc, c'est un sujet d'actualité pour toutes les raisons de biodiversité, la grande valeur de biodiversité qui est associée aux vieilles forêts. Quand on se met à parler de carbone forestier, bien, on entend tout et son contraire concernant les vieilles forêts. On dirait que tout le monde s'entend pour la valeur biodiversité, mais pour la question du carbone forestier, d'un côté, tu as certains qui vont dire on est mieux de couper les vieilles forêts parce qu'elles perdent du carbone. Puis donc, c'est des sources de carbone, on serait mieux de les couper puis de les remplacer par des jeunes forêts qui vont pousser plus vite. Il n'avait pas entendu ma présentation puis il n'avait pas réalisé que quand tu fais une coupe, tu as la vallée de la mort. Et d'un autre côté, on a d'autres qui disent ben non, les vieilles forêts continuent à séquestrer du carbone de manière active. Et donc, on entend les deux discours. Et ce qu'on voit en fait dans la littérature, c'est que ça varie beaucoup selon les écosystèmes forestiers. Et donc, on s'est posé la question pour la sapinière à bouleau blanc, qu'est-ce qu'il en était du bilan carbone des vieilles forêts. Donc, si je repars de mon graphique initial, quand on avait fait cette étude-là, on n'en avait pas de vieilles forêts. Le plus vieux point qu'on avait, il y avait 70 ans notre peuplement. Et donc, ma courbe là, a fini à 70 parce que je n'avais pas d'autres points après, puis je ne savais pas comment ça évoluait. Parce que la Forêt-Montmorency a été coupée presque entièrement dans les années 40, soit 50, là, puis des vieilles forêts, il en restait. On n'était pas arrivé à en trouver là, lorsqu'on avait fait cet article-là. Sauf que, voyant l'importance qu'on porte aux vieilles forêts, bien, dans les années qui ont suivi, on a cherché les derniers lambeaux de vraies vieilles forêts qui n'ont jamais été coupées pour voir comment leur stock de carbone se comparait avec des forêts plus jeunes. Donc là, on a cherché les vieux lambeaux, les derniers lambeaux de vieilles forêts. Donc ça, c'était la photo qu'on avait. C'est ça qu'on cherchait sur le terrain. C'est ça qu'on a trouvé finalement, qu'on n'était pas si pire dans nos recherches. Donc, on a trouvé quelques sites. Là, je pense qu'on avait 10 parcelles en tout de vieilles forêts là, de sapinières là, qui n'avaient jamais été coupées, là, qui n'avaient pas été coupées là, dans le dernier siècle. Donc, c'est des peuplements qui avaient certainement subi des épidémies de tordeuses et bourgeons de l'épinette, mais probablement pas de manière sévère, là, parce qu'il y avait des arbres là, qui étaient quand même assez vieux. Et donc, on a comparé les stocks de carbone de sapinières matures issues de coupes avec les stocks de carbone de ces vieilles forêts-là qui n'ont jamais été coupées pour voir ce qui se passe avec la courbe de mon graphique là, au-delà de 70 ans. Et donc, ce qu'on a trouvé, c'est que dans ces vieilles forêts-là, la quantité de carbone dans la biomasse vivante était plus faible que dans les forêts matures. Donc, quand la forêt vieillit, bien, la quantité de carbone qui est dans la partie vivante a diminué. Cependant, la quantité de carbone dans la partie morte, elle augmente. Donc, elle est plus importante dans les vieilles forêts que dans les forêts matures. Dans les sols, il n'y avait pas tant de différence, ni dans les horizons organiques, ni dans le sol minéral. Et donc, au total, le carbone est distribué un peu différemment entre des forêts matures et des vieilles forêts, sauf qu'au total, il n'y avait pas de différence dans les stocks de carbone. Donc, de laisser vieillir les vieilles sapinières, bien, si j'avais poursuivi ma courbe, là, ça deviendrait probablement à peu près stable là, à partir de 70 ans. Donc, si je les laisse vieillir, les vieilles sapinières, là,
elles ne vont pas perdre de carbone. Donc, ce n'est pas des sources de carbone parce qu'on voit que les stocks se maintiennent. Les stocks changent de nature. Au lieu d'être dans du vivant, ça devient un petit peu plus dans du mort, mais ça décompose tellement lentement que ces stocks-là se maintiennent quand même dans le temps. Donc, elles ne perdent pas de carbone, elles n'en gagnent pas non plus de manière active. Donc, ce n'est pas des puits actifs de carbone, ça reste à peu près stable à partir de 70 ans, mais ce n'est pas des sources non plus. Et donc, ni une ni l'autre des hypothèses, est-ce que ça perd du carbone ou ça en gagne, ni une ni l'autre de ces hypothèses n'est juste là, pour la sapinière, ça reste plutôt stable. Donc, ça nous a permis de compléter notre histoire de la sapinière après coupe. Donc, dans les premières années, la sapinière, c'est une source nette de CO2 si on fait une coupe totale. Donc, à moins qu'on fasse une coupe partielle, à moins qu'on trouve des moyens de faire pousser la régénération plus vite, ça devient un puits net. Donc, vraiment, ça séquestre de manière nette du carbone à partir environ de 26 ans. Et quand ça dépasse l'état mature, bien, il n'y a plus de séquestration nette, mais ça reste un réservoir important de carbone qui reste relativement stable dans le temps. Donc, puis en plus, tous les autres bénéfices là, de biodiversité, là, de maintenir là, des vieilles forêts dans le paysage. Donc là, on avait enfin le portrait complet là, du CO2. Donc, ça, on avait maintenant, à chaque fois qu'on envoie un hectare de forêt en coupe totale, là, on sait maintenant qu'est-ce qui se passe avec le carbone. Quand on compare avec d'autres écosystèmes là, ailleurs au Québec, là, ça, c'est les travaux de Benjamin Andrieux qui a fini à l'UQAT il y a quelques années. Lui, il a étudié la pessière. Dans son cas, c'était la pessière noire et c'était après feu. Et lui, ce qu'il a vu, c'est que les pessières noires continuent à séquestrer du carbone pendant vraiment, vraiment longtemps. Là. Donc, même à 200, 250, 300 ans, les pessières continuaient à séquestrer activement du carbone. Donc, on voit qu'il y a quand même une grosse différence dans les différents types d'écosystèmes et peut-être aussi avec la nature de la perturbation. Donc, ce qu'on a observé pour la sapinière à bouleau blanc de l'Est est probablement différent là, pour les autres types d'écosystèmes. Donc là, on étudie à Forêt-Montmorency la partie carbone, la partie séquestration carbone, là, donc d'accumulation du carbone dans les écosystèmes, en se basant sur des données passées là, par l'approche de chronoséquence. Et ces travaux-là s'inscrivaient dans un contexte d'atténuation des changements climatiques, où on essaie de lutter activement contre les changements climatiques en réduisant les sources de GES ou, dans ce cas-là, en augmentant les puits carbone. Donc, on est dans le contexte d'atténuation. L'autre bout de l'équation, quand on parle de changement climatique, c'est le bout d'adaptation. Donc, l'adaptation, là, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les changements climatiques? On essaie de lutter contre, mais ils se produisent quand même. Donc, il faut s'y adapter, donc y résister ou s'y adapter. Donc, il faut ajuster les systèmes naturels ou humains face à un climat changeant. Donc, c'est un peu comme dans une équipe de football. On a les joueurs à l'attaque. Donc, en atténuation, on essaie d'attaquer, de lutter contre les changements climatiques, mais il faut aussi avoir une bonne position défensive parce que le climat, il est déjà en train de changer, puis on sait qu'il va continuer à changer malgré notre attaque. Donc, il faut qu'on ait une position défensive aussi, donc d'adaptation face à un climat changeant. Et donc, c'est le bout qu'on est en train d'essayer de rajouter dans notre compréhension du bilan carbone de la forêt Montmorency. Donc, quand on regarde les projections les projections de changement climatique là, dans le futur, on voit un réchauffement, ça c'est pour la forêt Montmorency. Donc, on voit un réchauffement important là, selon les différentes projections. Là, il va certainement y avoir une augmentation des températures là, à la forêt Montmorency. Donc, c'est un territoire où la saison de croissance est relativement courte présentement. Là. Donc, on a de la neige jusqu'au mois de juin, puis la neige arrive au début septembre. Là. Dans un contexte de changement climatique, là, ça risque de changer certainement. C'est aussi un territoire qui reçoit énormément de neige. Donc, on reçoit beaucoup de précipitations au total, à peu près 1400 mm, une grosse partie sous forme de neige. Donc, toute cette question-là d'hydrologie joue un rôle important aussi pour la productivité des peuplements. Et on sait que dans un climat changeant, bien, il va faire plus chaud, puis il va y avoir des modifications sur le couvert de neige, certainement, et sur l'hydrologie du territoire. Donc, dans quelle mesure
ces changements-là vont venir impacter la dynamique du carbone, vont venir changer les prédictions qu'on fait là, sur le bilan carbone du territoire. Bien, ça, c'est difficile à faire avec des mesures terrain. Là, on peut le faire un peu là, du suivi, mais là, on est rentré en modélisation pour voir qu'est-ce qu'on peut faire si on prend en compte et l'aménagement, mais aussi l'impact du climat changeant. Donc, les travaux que vous voyez, les résultats que vous voyez, c'est qu'on a modélisé le territoire de la forêt Montmorency au complet avec différents scénarios d'aménagement. Donc, dans ce cas-là, on a fait des projections comme s'il n'y avait pas de changement climatique. On a juste projeté différents scénarios d'aménagement. Donc, on avait un scénario d'aménagement où ce qu'on faisait diminuer la récolte par rapport à ce qu'on fait présentement. Donc, on récolte à peu près 20 000 mètres cubes par année à Forêt-Montmorency, mais là, on a prédit une diminution de cette récolte-là si on décidait qu'on faisait plus de conservation et moins de récolte. Donc, c'est le graphique du haut. Et le graphique du bas, c'est la position contraire. Si on augmentait au contraire la récolte par rapport à ce qu'on fait présentement, qu'est-ce qui se passerait avec notre bilan carbone? Et donc, ce que nos résultats montrent, c'est un peu en lien avec ce que je vous disais tantôt. À chaque fois qu'on fait 1 hectare de coupe totale, on augmente les émissions à l'atmosphère et c'est exactement ça qu'on a trouvé. Donc, si on diminue la récolte, on diminue les superficies qu'on envoie en émissions et donc on augmente le puits carbone en forêt. Donc, c'était cohérent avec nos travaux terrain. Si au contraire, on augmente la récolte, là, ça fait que la forêt devient une plus grosse source de carbone à l'atmosphère. Donc, par rapport à notre niveau de récolte actuel, si on l'augmente, on s'en va dans un mur, là, on augmente nos émissions à l'atmosphère, puis si on diminue la récolte, on augmente notre puits en forêt. Si on projette ça dans un contexte de changement climatique, donc on a simulé différents scénarios climatiques. Donc, si je prends le résultat extrême là, pour montrer avec le scénario climatique le plus pessimiste, là, le RCP 8.5, ça, c'est les scénarios définis par le GIEC. Là. Ça nous donne comme des pistes communes là, pour étudier le changement climatique. Donc, sous un climat vraiment plus chaud, si on diminue la récolte, ça nous permet de maintenir le puits en forêt. Alors que dans un climat changeant, si on augmente la récolte, la forêt va devenir encore plus une grosse source, parce que le climat changeant va venir réduire la productivité des écosystèmes. Si, en plus, j'augmente la récolte, c'est comme la conjonction du climat changeant et une augmentation de la récolte, ça vient vraiment, vraiment nuire aux écosystèmes. Donc, c'est ça qu'on a trouvé pour la forêt Montmorency. On avait des résultats différents là, pour d'autres territoires, mais dans ce cas-là, vraiment, pour la forêt Montmorency, à cause du climat changeant qui vient vraiment faire la vie dure à nos espèces vedettes, là, au sapin baumier, épinette blanche. C'est des espèces qui vont avoir de la misère dans un climat plus chaud. Dans ce contexte-là, avec les espèces qui ont déjà de la misère, une diminution de la récolte, c'est la meilleure façon là, de préserver notre puits net en forêt. Je veux vous pointer ici la ligne orange. Là, ça, c'est les émissions liées aux produits du bois. Là, je vous ai parlé beaucoup de ce qui se passe en forêt, mais là, la récolte qu'on fait à Forêt-Montmorency ou ce qui se fait ailleurs au Québec, on ne fait pas juste faire la coupe sur 1 hectare de forêt pour le plaisir de créer des émissions à l'atmosphère. Le bois qu'on récolte, on ne le sac pas dans le fond du lac, on le prend pour en faire des produits du bois. Donc, ça, c'est une partie de l'équation qui est aussi importante à prendre en compte. Qu'est-ce qui se passe avec la récolte? Oui, il y a le bilan carbone en forêt, mais il y a aussi le bilan carbone lié aux produits du bois qu'on va récolter. Donc, on transfère du carbone vers des produits du bois et après, on utilise ces produits-là sur les marchés. Et ça aussi, ça a un impact carbone dont il faut tenir compte si on veut s'intéresser au bilan carbone du secteur forestier. Donc, le CO2, il est capté par photosynthèse, il est stocké dans le bois. Et ce bois-là, quand on le récolte, on transfère ce carbone-là vers les produits forestiers. Et donc, le devenir de ce carbone-là, qui est pris dans du bois, qu'on transforme dans les usines, qui s'en va sur les marchés, qui est utilisé à toutes sortes de fins, c'est important d'en tenir compte aussi. Et donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que, donc on fait la récolte, on transfère du carbone vers des produits du bois et ces produits du bois-là, ils vont stocker le carbone. Donc, ça permet de retarder les émissions à l'atmosphère parce que ces produits-là vont stocker du carbone, vont stocker le carbone qu'ils contiennent. Ils vont le stocker
d'autant plus longtemps qu'on crée des produits de haute qualité qui vont avoir une longue durée de vie. Donc, l'image que vous avez sur la photo, c'est un des ponts qu'on a à la forêt Montmorency. C'est un pont qu'on a construit en bois. Donc, il a été construit par toutes sortes d'ingénieurs et d'architectes et on espère que ce bois-là, ce pont-là, va durer toute ma vie, peut-être la vie de mes enfants. Donc, il va durer vraiment longtemps et donc, il va stocker le carbone qu'il contient. Donc, le carbone qui avait été séquestré par les arbres, on espère qu'il va le stocker vraiment très longtemps parce que pendant ce temps-là, pendant qu'il est stocké là, ce carbone-là, il n'est pas dans l'atmosphère. Il n'est pas en train de faire de l'effet de serre. Il est stocké dans le produit du bois. Donc, c'est une façon de garder du carbone hors de l'atmosphère quand il est stocké dans un produit du bois comme ça. Et le produit du bois qu'on utilise, à chaque fois qu'on utilise du bois, ça veut dire qu'on n'utilise pas d'autres matériaux d'origine non renouvelable. Donc, on a aussi un effet de déplacement ou de remplacement de produits d'origine fossile. Donc, à chaque fois qu'on utilise un produit venant du bois. Donc, ça, c'est quand on fait un produit on va espérer qu'on fait, avec le bois qu'on récolte à la forêt Montmorency, qu'on fait des produits de haute qualité, de longue durée de vie. Si au contraire, ce bois-là, on l'utilise, on ne fait pas une bonne sylviculture ou ça nous donne du bois de pas très bonne qualité ou qu'on ne le transforme pas vraiment bien et qu'on en fait des produits de courte vie, donc une grosse quantité de copeaux, de sciure et autres avec lesquels on n'est pas capable de faire du matériel de longue durée, là, ce carbone-là, il n'est pas stocké dans les produits. C'est du carbone ça va se ramasser rapidement au dépotoir, ça va s'en aller vite à l'atmosphère. Aussi, le bois est utilisé, par exemple, pour construire des meubles ou autres de faible qualité. Une table Ikea qui va briser après 2 ans et demi, qu'on va sacrer au vidange, là, ça vient contrecarrer nos plans de stocker du carbone à long terme. Donc, parce que ça s'en va au dépotoir, très rapidement, ça va se décomposer et ça va avoir des émissions à l'atmosphère. Donc, le devenir du carbone, ce qu'on fait avec notre bois, quel produit, comment on le transforme, est-ce que c'est des produits de longue durée de vie ou pas, il faut que ça fasse partie de l'équation. Juste donner un exemple là-dessus, sur les produits du bois, on a fait un bilan carbone pour une région, la région de Masquinongé. Donc, il nous sortait un peu de la forêt Montmorency. Dans ce cas-là, donc, on est à la limite de la sapinière à bouleau jaune, donc la limite de la forêt tempérée, de la forêt boréale. Et on a simulé l'effet de l'aménagement forestier sur ce territoire-là et on l'a comparé par rapport à la conservation totale. Donc, c'est une commande qu'on avait eue de la MRC de Masquinongé. Ils voulaient savoir l'impact carbone de l'aménagement forestier du territoire. Donc, on a utilisé comme point de référence si on ne faisait plus de coupe du tout sur le territoire de Masquinongé. Donc, ce qu'on a trouvé dans ce cas-là, puis on l'a simulé dans un contexte aussi de changement climatique. Donc, le graphique du haut, ça représente l'effet de l'aménagement forestier dans Masquinongé dans un climat historique, là, comme s'il n'y avait pas de changement climatique. Et le graphique du bas, c'est l'effet de l'aménagement forestier, mais dans un contexte de changement climatique. Donc, si on suit les projections les plus pessimistes là, de climat changeant. Ce qu'on a remarqué pour Masquinongé, c'est que la récolte permet d'augmenter le puits en forêt. Donc, c'était différent de la forêt Montmorency. Dans le cas de Masquinongé, dans un climat historique, c'est un climat stable, la récolte stimule suffisamment la croissance et augmente le puits en forêt par rapport à la conservation totale. Donc, c'est probablement le fait qu'ils ont plusieurs peuplements qui sont peut-être dégradés, qui ne sont pas dans un niveau de croissance optimal et le fait de simuler la récolte là-dedans. Et donc, dans ce cas-là, c'est la récolte à coupe partielle qu'on simulait, donc des interventions là, partielles sur le territoire. Mais ce genre d'intervention-là permettait d'augmenter la productivité et d'augmenter la séquestration du carbone en forêt. Donc, c'est la partie verte, là, le fait de faire de la récolte, ça permettait d'augmenter le puits en forêt. Cela dit, dans un climat changeant, cet effet-là positif de la récolte, il diminue grandement. Donc, vous voyez dans le graphique du bas, la partie verte là, est vraiment étroite. Dans un climat changeant, l'effet positif de la récolte sur la productivité, sur la croissance, il devient presque inexistant. Et donc, si pour l'instant, ça va bien de faire l'aménagement dans Masquinongé, puis ça permet d'augmenter le puits en forêt, dans un climat changeant, il va peut-être falloir se poser des questions, il va peut-être falloir changer nos pratiques
parce que là, ce qu'on fait présentement, ben là, ça risque de devenir pas si positif que ça dans un climat changeant. Ce que je voudrais vous faire remarquer sur ce graphique-là, on a aussi simulé ce qui se passait dans les produits du bois. Donc, c'est les lignes oranges là, sur le graphique. Donc, quand on a des lignes qui sont en haut de la ligne de zéro, ça veut dire des émissions à l'atmosphère. Donc, ce qu'on voit dans ce cas-là, c'est que si on fait de la récolte, on augmente le puits en forêt. Donc, on a les lignes vertes qui sont en bas de la ligne de zéro. Donc, on augmente le puits en forêt. Sauf qu'on transfère du bois vers des produits forestiers, des produits du bois. On transfère du carbone vers ces produits-là. Et dans le cas de Masquinongé, ben, il y a une grosse partie de leur territoire, le bois s'en va directement à des produits de faible durée. Donc, beaucoup des produits papier, pâte et papier qui ont une très faible durée de vie, qui ne permettent pas de stocker du carbone à long terme. Et donc, c'est pour ça que vous voyez les lignes oranges s'en vont en augmentant. C'est des émissions cumulatives. Il y a une grosse partie du carbone qu'on récolte en forêt qui est transférée vers des produits du bois de faible durée de vie qui émettent rapidement leur CO2, leur carbone à l'atmosphère et donc qui créent des émissions quand même importantes, puis plus importantes que le puits en forêt. Et on voit ce qui se passe. Donc, les produits du bois qui sont une source de CO2 vraiment importante dans ce contexte-là parce qu'on envoie notre bois vers des produits de courte durée de vie. Et on voit à quel point ça devient dramatique dans un climat changeant. Donc, si c'est les prévisions les plus pessimistes qui s'avèrent, qui se produisent sur le territoire, non seulement notre puits en forêt va diminuer, mais les émissions de produits du bois vont être vraiment, vraiment plus importantes que le puits en forêt. Donc, ça, c'est si on ne change pas nos pratiques d'aménagement, si on continue à faire ce qu'on fait là, bien, c'est ça qui risque de se passer. Puis si on ne change pas notre façon de transformer le bois. Fait que ça, si on continue dans cette région-là à envoyer notre bois à des produits de faible durée de vie, donc des produits peu durables, des produits éphémères, bien, le système forestier va devenir une source importante d'émissions à l'atmosphère et n'aidera pas du tout à la lutte au changement climatique. Il y a le petit bout ici, substitution en jaune. Ça, la substitution, on simule l'effet que les produits du bois ont sur les marchés. Donc, par exemple, si j'envoie du bois de construction, je simule que j'envoie du bois de construction sur les marchés, bien, je prends pour acquis que ce bois de construction-là, s'il est utilisé, ça veut dire qu'on ne va pas utiliser une poutre en acier, par exemple, ou du béton. Donc, c'est l'effet de remplacement des produits du bois sur les marchés. Donc, s'il y a des produits du bois disponibles, à un niveau égal de consommation, bien, on simule cet effet de substitution. Donc, les produits du bois répondent à des besoins en matériaux et en énergie. Et quand ils font ça, bien, ça veut dire qu'on n'utilise pas des produits équivalents d'origine fossile. Donc, on calcule cet effet-là de substitution. Cela dit, ce n'est pas tous les produits du bois qui ont cet effet-là de substitution. Il y a beaucoup de produits qui n'ont pas cet effet de remplacement-là, qui ne viennent pas substituer des produits d'origine fossile. Et il y a beaucoup de nos produits du bois, même nos produits de la construction, qui n'ont pas non plus cet effet positif-là de substitution parce qu'on les utilise juste pour alimenter une surconsommation ou on les utilise dans des produits qui ne sont pas très efficaces et autres. Donc, notre effet de substitution, donc dans le cas qu'on avait simulé ici, il n'était pas très fort parce qu'on ne faisait pas des produits, on ne simulait pas des produits du bois de très longue durée et qui n'avaient pas un effet très, très important là, sur les marchés. Mais cet effet-là de substitution, dans d'autres contextes, donc on voit des études similaires, par exemple en Suède ou en Finlande, où ils sont plus efficaces dans l'utilisation des ressources, ils sont plus efficaces à déplacer des matériaux et des énergies d'origine fossile. Et donc, l'effet de substitution qu'ils simulent ou qu'ils estiment pour leur territoire là, est beaucoup plus important. Mais on peut imaginer que si cet effet-là était plus important, bien, ça pourrait venir compenser l'effet dramatique là, du changement climatique. Donc, quand on met ça tout ensemble, il y a ce qui se passe en forêt, il y a le carbone qu'on transfère vers les produits du bois et il y a l'effet de remplacement de ces produits-là, le remplacement que ça peut faire des matériaux et de l'énergie d'origine fossile là, pour répondre aux besoins des populations. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que dans notre cours normal des affaires, là, présentement, tant à la Forêt-Montmorency que dans d'autres régions du Québec, là,
on ne peut pas juste se contenter de continuer à faire ce qu'on fait là. Il va falloir là, prendre des mesures, là, mais vraiment, vraiment, vraiment importantes. Là. Oui, ce qui se passe en forêt, là, mais ce qu'on fait avec nos produits du bois, il va falloir être vraiment, vraiment plus efficace dans notre utilisation du bois et dans le remplacement que le bois peut faire pour les matériaux et l'énergie d'origine fossile. Fait que nos simulations, ils deviennent, on voit un effet bénéfique du secteur forestier juste si on simule une industrie du bois extrêmement judicieuse en forêt, donc qui limite l'utilisation de la coupe totale, qui maximise l'utilisation des coupes partielles, puis le bois qui est récolté, il faut qu'il soit utilisé vraiment, vraiment bien, de manière efficace dans les scieries. Et sur les marchés, là, les populations doivent utiliser les matériaux et l'énergie de manière très parcimonieuse et judicieuse. Et donc, c'est juste dans ce contexte-là où le secteur forestier peut vraiment avoir un impact positif. Donc, ça fait beaucoup d'hypothèses, beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas impossible. On a des scénarios qui fonctionnent bien. On voit que c'est des choses qui sont possibles, mais ça va absolument prendre ça si on veut lutter de manière efficace contre les changements climatiques. Je vais juste dire quelques mots sur la plantation d'arbres. Je vais passer vite là-dessus. J'ai quelques travaux de recherche là-dessus. Est-ce qu'on peut sauver le monde juste en plantant des arbres? Là, il y a beaucoup de promesses qui se font. Justin Trudeau a fait la promesse de planter 2 milliards d'arbres, puis on entend toutes sortes de promesses aussi qui se font ailleurs. Encore une fois, à Glasgow, il y a eu des promesses de planter plus d'arbres. On voit ça un peu comme la solution. Les politiciens aiment ça parce que c'est une solution qui est facile à promettre. Donc, on étudie ça aussi, puis c'est quelque chose qu'on va étudier aussi là, dans le cadre du gros projet de recherche. On dit qu'on va planter des arbres, mais pour que ça ait vraiment un effet, il faut qu'on fasse mieux que ce qu'on fait présentement. Donc, les arbres, ces nouveaux arbres-là qu'on met en terre, il va falloir qu'on s'assure qu'ils répondent vraiment à leurs promesses. Je vais juste vous donner un petit exemple. On a étudié le boisement de friches agricoles en Abitibi. Donc, c'est les travaux de maîtrise d'une de mes étudiantes. Ça vient de sa présentation. Là. Elle dit qu'elle comparait les friches plantées par rapport à des friches laissées à la succession naturelle. Donc, si on fait juste laisser les friches agricoles abandonnées se régénérer par elles-mêmes par rapport à des friches sur lesquelles on irait planter des arbres. Donc, elle a fait ça comme si c'était la bataille entre Capitaine America qui représentait les friches naturelles et Iron Man qui représentait les friches sur lesquelles on a planté des arbres. J'espère que vous avez vu le film Civil War, là, parce que je vais vous casser le punch. Ça finit à la fin, dans ses travaux de recherche, les friches plantées et les friches laissées à la succession naturelle ont accumulé la même quantité de carbone. Et donc, on avait une chronoséquence d'environ 50 ans. Et après 50 ans, que tu aies laissé aller la nature ou que tu aies planté des arbres, on arrive à la même quantité de carbone. Donc, le carbone n'est pas distribué de la même façon dans les arbres et dans les sols, mais au total, après 50 ans, on arrive au même résultat. Sauf que la succession naturelle, elle ne t'a rien coûté. Puis la friche plantée, bien, il a fallu que tu investisses pour aller planter. Donc, ça nous a fait dire que oui, planter des arbres, mais encore faut-il qu'on s'assure qu'on va planter des arbres à un endroit où ça va nous permettre de faire mieux que juste la succession naturelle. Et dans le cas de certaines friches agricoles, ça n'a pas l'air à être le cas parce que juste la succession naturelle pourrait se débrouiller vraiment, vraiment très bien. Ça apporte toutes sortes d'autres de questions. Dans le cas d'une friche sur laquelle on a planté des arbres, on va avoir une plantation. On pourrait peut-être en faire l'aménagement, en faire la récolte plus tard. Cependant, dans le cas de la succession naturelle, la forêt qui s'est installée là naturellement a un très haut taux de diversité en espèces et diversité structurale. Donc, je vous montre juste un exemple. Donc, à gauche, c'est une friche naturelle à 50 ans. À droite, une plantation à 50 ans. La friche naturelle, donc, ce n'est pas des beaux arbres marchands, là, sauf que la nature a rempli l'espace de carbone. On a une structure vraiment complexe, tant verticale qu'horizontale, plein d'espèces différentes. Donc, ça donne un peuplement vraiment, vraiment différent. Peut-être que dans un climat changeant, ce genre de peuplement-là extrêmement diversifié va peut-être s'en sortir mieux là, dans un climat changeant. Si ton objectif, c'est la production de bois marchand, ben, tu vas peut-être être moins content avec ta friche naturelle, mais ça aura peut-être d'autres qualités.
Donc, juste d'un point de vue carbone, ce n'est pas avec ça, ce n'est pas juste en comptant là, les tonnes de carbone, en faisant la comptabilité du carbone, qu'on est capable de faire la différence entre une friche naturelle et une friche plantée. Donc, ça serait probablement d'autres objectifs qu'il faut prendre en compte là, pour décider si on veut si on veut planter les friches agricoles. Donc, je reviens juste à mes messages du début. L'augmentation de la séquestration de carbone dans les forêts, ça ne peut pas à elle seule atténuer les changements climatiques. C'est plus difficile que ça en a l'air. Juste augmenter la séquestration du carbone en forêt. La succession naturelle est peut-être capable de le faire vraiment bien. Donc, trouver des vraies pratiques qui permettent d'augmenter la séquestration, ce n'est pas si simple que ça en a l'air. Il faut réduire les émissions à l'atmosphère qui viennent des énergies fossiles. C'est encore plus important dans un contexte où les effets des changements climatiques sur les forêts risquent d'être graves. Donc, la comparaison entre la diminution du puits en forêt et des émissions venant des produits, là, ça veut juste dire qu'il faut qu'on travaille vraiment beaucoup là, sur la partie des produits. Donc, la production de matériaux et d'énergie renouvelable à fait d'empreinte carbone, c'est un rôle important pour le secteur forestier, mais ça ne veut pas dire couper plus de bois, ça veut juste dire qu'il faut, le bois qu'on coupe, il faut le couper mieux, le transformer mieux, l'utiliser mieux et s'en servir de la manière la plus judicieuse possible pour faire baisser les émissions. Mais ça ne veut certainement pas dire qu'il faut récolter plus de bois. Il faut juste le bois qu'on récolte déjà, on le récolte mieux, on l'utilise mieux, on le transforme mieux, puis on l'utilise mieux. Ici, c'est juste des projections là, qui montrent justement ce jeu-là entre est-ce qu'on devrait essayer d'augmenter le puits carbone ou essayer de diminuer les émissions. Ce que ça dit, là, c'est qu'on n'arrivera pas à atteindre un équilibre net zéro si on ne commence pas à s'attaquer tout de suite à la réduction des émissions. Donc, juste la partie puits en forêt, là, ça ne suffira pas. Il faut vraiment qu'on s'attaque à la partie des émissions venant des origines fossiles. Et donc, c'est là que oui, la partie en forêt est vraiment importante, mais on ne peut pas non plus ne pas considérer le rôle important de remplacement des produits d'origine fossile. Fait que pour régler ces problèmes-là, essayer de trouver des solutions à ça. Puis, je voyais que c'est vraiment difficile parce que c'est difficile de trouver les scénarios qui réussissent à maintenir les puits en forêt, mais produire des produits du bois de longue durée et tout ça, c'est vraiment compliqué, là. Fait que les stratégies possibles, là, ça peut être juste de paniquer, ça peut être juste d'ignorer le problème, ça peut juste dire on a essayé de tout faire, on n'a rien essayé puis il n'y a rien qui a marché. Ou on peut essayer de faire plus de recherche. Donc, vous êtes là pour ça, pour faire de la recherche. On a des gros projets qui s'en viennent, donc on espère qu'avec le temps, on va finir par trouver les bonnes solutions là, qui nous permettent de résoudre tout ça. Voilà, c'est tout pour moi. Un grand merci, Evelyne. Merci pour cette belle et riche présentation. Je suis certain qu'on va avoir des questions dans la salle. Et peut-être, Benoît, tu pourras me faire signe sur Zoom. Là. Oui, je te tiens au courant. C'est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut y aller avec une première question? Oui, Béatrice. Moi, j'ai des questions. Je trouve ça super intéressant. En fait, c'est mon sujet de maîtrise en grande partie, il porte sur le stockage de carbone en sol. J'ai des questions sur le stockage dans le sol. En fait, dans ce que j'ai compris, votre étude a été réalisée sur des couples qui avaient environ 70 ans. Oui. OK. Puis, quand vous avez dit qu'il n'y avait pas vraiment de différence dans le stockage de carbone en sol, je me demandais quelle méthode vous avez utilisée. Est-ce que vous avez pris en compte les différentes profondeurs? Est-ce que vous avez séparé On a étudié, dans le fond, les stocks de carbone qu'on étudie, c'est jusqu'à 55 cm dans le sol minéral. Donc, on a pris, dans le graphique, je vous montrais ça tout ensemble, mais on avait le carbone qui est dans les horizons organiques. Donc, c'est des humus de type mort là, qu'on avait à Forêt-Montmorency. Et on a creusé jusqu'à 55 cm dans le sol minéral. Et donc, on n'avait pas de variation. On voyait un petit peu un transfert entre l'organique et le minéral, mais il n'y avait rien de significatif vraiment. Il n'y avait pas de tendance dans le temps. Cela dit, bon, ça, c'est ce qu'on a, c'est par une approche de chronoséquence.
Sauf qu'on creusait, pour chacune de nos parcelles, on creusait 6 stations du sol. Donc, c'est basé sur la moyenne des différentes stations. Sauf que le carbone du sol, bien là, je ne t'apprends rien, c'est hyper variable. Donc là, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas détecté. On n'était peut-être pas assez intense avec notre échantillonnage. Donc, je ne vendrais pas ma chemise à dire qu'il n'y a pas de différence dans le temps avec les stocks de carbone dans le sol. Parce que ça se peut qu'il y en a une différence, mais on n'avait juste pas été assez intensif avec notre méthode d'échantillonnage pour essayer de détecter, pour arriver à détecter une différence significative. Cela dit, dans le cas de la forêt Montmorency, mais là, ce qu'on étudiait, c'était la coupe dans laquelle il y a quand même relativement peu de perturbations des sols lorsque la récolte a été faite. C'est sûr qu'il y a de la perturbation dans les sentiers de débardage, mais au total, ça ne fait pas tant de perturbations que ça. Il y a quand même une grosse couche de mousse, donc peut-être que ça préserve un peu plus les sols. Donc, c'est probablement certainement pas, en fait, généralisable à d'autres sites. Après ça, il y a l'idée que peut-être qu'on n'a pas assez été intensif. Après ça, j'ai une étudiante au DOC qui, elle s'est mise à étudier, comme tu l'as mentionné, les formes de carbone du sol. Donc, pour voir, est-ce que les stocks de carbone qu'il y a dans le sol, est-ce que c'est du carbone stocké de manière très, très stable ou est-ce que c'est du carbone qui a une chance d'être plutôt éphémère et d'être envoyé plus rapidement à l'atmosphère? Donc, on s'intéresse maintenant à la stabilité du carbone dans le sol pour voir est-ce que cette stabilité-là change dans le temps? Est-ce que ça s'en va de réservoir éphémère à moins éphémère? Est-ce qu'il y a une différence entre les différentes pratiques d'aménagement? Et donc, c'est cette partie-là qu'on cherche un peu plus à comprendre vraiment la dynamique fine et probablement que juste la chronoséquence qu'on a utilisée, on se doute fort que ce n'était pas suffisant, assez intensif là, comme méthode là, pour bien comprendre la dynamique du carbone. OK, puis qu'est-ce que vous recommanderiez, mettons, pour faire justement être plus intensif sur l'échantillonnage? Bien, c'est certain que, mettons, pour une parcelle, peut-être que ça prendrait un plus grand nombre de stations pour une même parcelle. Donc, on avait des parcelles de 11,28 mètres de rayon. On mettait 6 stations. Peut-être que ça en prendrait plus. Ce bout-là, je ne l'ai pas étudié encore, mais il y a les travaux de Benjamin Andrieux là, que je citais, là, que lui, c'est lui qui nous a inspirés à aller voir justement pas juste les stocks de carbone, mais vraiment les formes de carbone organique dans le sol. Donc, est-ce que c'est du carbone qui est juste de manière particulière dans le sol puis qui a une chance de cycler plus rapidement ou est-ce que c'est du carbone qui est vraiment stabilisé avec les particules minérales du sol? Donc, d'aller voir plus la nature du carbone dans les sols. Et ça, c'est un domaine de recherche qui a évolué vraiment beaucoup dans les dernières années. Puis là, il y a plein de méthodes vraiment le fun disponibles dans la littérature qu'on peut tester en laboratoire. Donc, on est en train de faire des travaux ici, nous, pour séparer justement les stocks de carbone, mais selon leur stabilité dans le sol. Donc, pour voir si, donc au-delà juste du stock total, si une pratique d'aménagement permet de conserver le carbone sous une forme plus stable, bien, ça a probablement plus de chances d'être résilient là, dans un climat changeant. Merci beaucoup. Merci. Il y a Raphaël que je vois à l'écran qui a une question. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question sur... d'abord, bravo, c'était vraiment dynamique et intéressant comme présentation. Mais j'avais une question sur le tout début, en fait, quand vous aviez dit que le carbone du sol, c'était un peu comme une bombe. Puis je me demandais c'était quoi les prémices ou les hypothèses qui mettaient à croire à ça. En fait, l'expression bombe, là, ça vient d'un rapport de Greenpeace en 2008 de Carbon Bomb qui disait que les réservoirs de carbone de la forêt boréale, donc quand on regarde la répartition du carbone dans la forêt boréale, bien, ça donne la même affaire qu'on a en forêt Montmorency. La plus grosse partie se retrouve dans les sols, mais c'est un carbone qu'on voit difficilement, qu'on comprend mal. Et on soupçonne qu'une des raisons pourquoi il y en a autant dans les sols boréaux, mais c'est à cause de notre climat. Il y a un climat relativement froid, on a une grosse partie de permafrost, on a un gros driver climatique qui nous permet de conserver ce carbone-là. Sauf que dans un climat changeant, bien, ce driver-là, il risque de changer. Donc, est-ce qu'une augmentation des températures, baisse des précipitations, est-ce que ça risque de venir nuire à la stabilité de ce carbone-là? Puis ce carbone-là va se ramasser à l'atmosphère. Ensuite,
étudier l'effet des pratiques d'aménagement sur le carbone, c'est vraiment compliqué parce que c'est tellement variable. Tu sais, je vous montrais l'exemple. C'est difficile de voir un effet significatif de ta pratique d'aménagement. Parce que là, tu vas tomber dans la marge d'erreur vraiment facilement. Tu sais, tu creuses un trou à une place, tu creuses 1 mètre à côté, tu vas avoir 2 valeurs complètement différentes. Fait que ça, c'est assez documenté dans la littérature que c'est difficile de percevoir un effet significatif quand on compare des pratiques d'aménagement. Puis on peut être un peu sloppy puis dire ben, je fais juste 3 trous, ben voyez bien qu'il n'y a pas de problème, on peut faire la récolte puis que le diable l'emporte. Sauf que, donc, c'est un peu risqué de dire ça, de juste de ne pas se soucier de cette variabilité-là, parce que là, peut-être qu'on perd des signaux importants. Et donc, là, c'est pour ça qu'on parle de la bombe de carbone. Il y a la question du climat, puis il y a la question de nos pratiques d'aménagement. Si on reste sous l'impression qu'on n'a pas d'effet négatif sur les stocks de carbone, mais si on se trompe, là, cette bombe-là explose, là, ça va faire mal en titi parce que c'est tellement un gros réservoir, là, si ça se ramasse dans l'atmosphère, ça va venir complètement annuler tout autre effort qu'on pourrait faire là, de lutte au changement climatique. Ça, c'est un cas vraiment dramatique, là, mais c'est juste pour dire que c'est difficile à étudier le carbone du sol. Fait que, j'encourage le plus grand nombre de chercheurs possible à s'y intéresser. Là, je vois David, là. Fait que, travaille là-dessus, là, tout aussi. Il y a Sylvain qui a une question. Oui, bonjour Evelyne, merci pour la présentation. C'est fort agréable de voir tous les travaux qui sont faits là-dessus et comment la pensée évolue. Moi, j'avais une petite question. En fait, j'ai 2 petites questions. La première, c'est sur le 26 ans. Je voulais avoir un peu vos raisons de pourquoi avoir choisi le jour J+1 après la coupe comme référence pour calculer à partir de quand la forêt était un puits net et pas avoir pris le J-1 là, qui aurait été une forêt sur pied en train de fonctionner comme une forêt mature parce que ça changerait votre 26 ans en 65, puis ça changerait pas mal toute la vision de l'effet de la sylviculture en arrière. Bien, en fait, c'est que si on s'intéresse au stock, c'est certain que si on dit ça va prendre combien de temps avant qu'on reconstruise les stocks de carbone en forêt. Fait que ça, c'est une question. Nous, la question qu'on se demandait, c'est à partir de quand on accumule de manière nette du carbone. Donc, c'est pour ça qu'on a pris ce référent-là. Donc, dans les premières années, nos stocks baissent, donc suivant la coupe. Puis à partir d'un moment, les stocks se remettent à augmenter. Puis on voulait savoir à partir de quand le point changeait ou ce qu'on arrêtait d'être une source nette à l'atmosphère. Donc, on s'intéressait au flux plutôt qu'au stock. Donc, peut-être la différence est là. Ton point est bon de se demander à partir de quand on va avoir reconstruit les stocks complets en forêt, donc comme ce qu'ils étaient avant la coupe. Là, effectivement, là, ça va prendre une 60aine d'années. Mais nous, on voulait savoir à partir de quand que je fais une coupe, bien là, je suis parce qu'au total, sur mon territoire, si je me mets dans la position de l'atmosphère, bien, je vais avoir des peuplements qui sont en train de séquestrer de manière active, d'autres qui vont être en émission. Et donc, je veux savoir au total, mon bilan, qu'est-ce que l'atmosphère voit? Est-ce qu'elle voit beaucoup de carbone ou est-ce qu'elle voit mon territoire comme un puits carbone? Donc, on s'intéressait au flux plutôt qu'au stock. Donc, c'est ça la raison. Mais okay. La question de reconstruire les stocks est bonne aussi. J'avais compris que vous aviez regardé les stocks justement, mais pas les flux. Parce que si on regarde la photosynthèse ou le flux de carbone qui va dans le sol, le mycorhize, etc., ça aurait donné une image de justement quand est-ce qu'on atteint ce… En fait, on a déduit les flux à partir des stocks. C'est que là, on peut mesurer les flux. J'aurais pu mesurer de la photosynthèse, mesurer la décomposition et autres. Là, dans le fond, on a déduit les flux à partir des stocks. Là, je vous montrais la courbe des stocks, mais en fait, les flux, c'est la différence entre 2 années de stock. Donc, si mes stocks baissent, en y allant par chronoséquence, bien, ça veut dire que j'ai une émission à l'atmosphère. Quand les stocks augmentaient, donc j'avais une séquestration nette. Après ça, il y a toutes sortes de processus écologiques qui expliquent ça. Bien, là, il y a comme tu parles, il y a une mycorhize, il y a de la décomposition, il y a ça, c'est tout un assemblage de processus, mais au total, le flux net, bien, est soit une séquestration ou une source. Donc, on l'a déduit à partir des stocks. C'était une façon de reconstruire le passé. Là, on prend des mesures maintenant,
des flux réels, donc vraiment des processus même qui causent ces différences-là, donc les flux de respiration des sols, flux de photosynthèse et autres. Mais donc, par l'approche de chronoséquence, là, ça nous permettait, on reconstruisait les stocks et on s'en servait pour déduire les flux. Donc, quand je parlais de sources et puits, c'était vraiment juste... Mais je trouve la méthode très bonne. C'est vraiment juste la référence, à savoir est-ce qu'on compare par rapport à une forêt qui était sur pied, qui avait ses flux et ses stocks, puis quand est-ce qu'on revient à ça, ou si on prend l'image on a notre forêt qui vient d'être coupée, et là, elle est très émettrice, et quand est-ce qu'on continue à augmenter les émissions encore un peu après, mais après ça, on devient... C'est deux temps différents, puis je pense que c'était juste pour voir un peu la motivation en arrière. La deuxième rapide petite question, c'était sur dans la simulation de Maskinongé, là, est-ce que vous aviez, je sais que tu n'as pas du tout le temps de parler de la méthodologie, mais toujours considéré qu'après coupe, la croissance était meilleure, parce que les forêts étaient un peu maganées, tu disais, mais des forêts maganées qu'on aménage, est-ce qu'elles deviennent plus productives ou est-ce qu'elles sont, elles aussi, pas très productives? On a simulé avec un modèle, probablement que vous connaissez, le Lendis. Donc, dans le cas de Lendis, quand on simule des coupes partielles, là, ça a souvent un effet super positif sur la croissance. Là, ça simule une reprise de croissance là, vraiment, vraiment fantastique. On a essayé, on a vu à quel point Lendis était optimiste dans la reprise de croissance. On a essayé de tourner le bouton là, pour dire « wow, calmez-vous un peu ». Mais en effet, il semble y avoir ce problème-là. Sauf que quand on le simule dans la forêt boréale, donc, je n'avais pas de données terrain pour Maskinongé pour venir valider ça. Quand on utilise l'Indice dans la forêt boréale, bien là, ça reflète assez bien ce qu'on mesure sur le terrain. Tant coupe partielle que coupe totale, ça reflète assez bien les processus. Fait que là, on n'a pas de données terrain pour valider si c'est aussi le cas pour Maskinongé. Le modèle est imparfait comme tout modèle. Là, on a juste le début d'assurance que pour nos simulations en forêt boréale, c'était pas pire. Fait que là, c'est le plus gros d'assurance qu'on est capable d'avoir. On est en train de récolter des données terrain pour la forêt Hereford en Estrie. On a eu des résultats semblables d'un effet de stimulation de croissance avec la coupe partielle. Mais là, on a un paquet de données terrain qui va nous aider là, à venir valider ça. Donc, la reprise de croissance, c'est un sujet intéressant en soi. Puis en fait, dans le projet là, avec Frédéric et Philippe, là, c'est quelque chose sur lequel on va se pencher pour voir dans quelle mesure notre modèle est réaliste ou pas. Là. Mais c'est un bon point parce que la clé est vraiment là, c'est que ça crée une reprise de croissance là, du tonnerre. Là. C'est bon, merci beaucoup. On va avoir le temps pour deux petites questions. Michael, puis David. Oui, ma question est peut-être un peu plus simple. Là. En fait, j'en ai deux. La première, c'est dans vos scénarios de coupe partielle là, à la forêt Montmorency, je veux que tous les scénarios tenaient compte là, du chablis puis toutes les pertes qu'on faisait de valeur de bois liées à la carie avec le sapin, entre autres. J'imagine que ça a-tu changé en laissant du bois sur pied plus longtemps, les utilisations potentielles de ce bois-là? Bien, c'est vraiment un bon point. En fait, quand on le fait par modélisation puis qu'on simule des coupes partielles, ces effets-là de chablis, de carie, là, on n'est pas rendu là pour être capable de les capter. Sauf que là, on a plein de mesures terrain qu'on est en train de prendre dans les dernières années. Là, les données ne sont pas encore analysées pour justement aller voir pour la coupe partielle, bien là, si ça augmente la susceptibilité au chablis. Le sapin, à partir de quand il va carrier, à partir de quand il devient peu utilisable. Donc, on a des données terrain pour la partie coupe totale, mais pour la partie coupe partielle, là, on commence à accumuler des données pour voir. Là, il y a la tordeuse des bourgeons d'épinette. Quand on parle de coupe partielle dans la sapinière, là, les industriels ils disent jamais de la vie, là, la tordeuse est à vos portes. Que si on reste sur cette idée-là, on ferait juste la coupe totale pendant les 10-15 prochaines années dans la sapinière. Là, on va vouloir tester, justement, y a-t-il moyen de faire de la CPI, la coupe partielle pareil, même dans un contexte d'épidémie de tordeuse. Fait que, ben, c'est ça, c'est vraiment l'idée d'accumuler des données terrain. Pour l'instant, les modèles on n'a pas de bons modèles pour capturer là, les enjeux dont tu parles. Là. OK, bon, ça répond à ma question partiellement. Merci. Puis ma deuxième question, c'est, on parlait de remplacement là,
des énergies fossiles par on va dire des biocarburants. Y a-t-il des études qui ont été faites un petit peu sur les exports d'éléments nutritifs, là, justement, des peuplements forestiers? Parce que, tu sais, là, je travaille dans le milieu forestier, ça fait 6 ans, puis un avantage qu'on voit, justement, ce qui n'y a plus de débouché pour le petit bois, c'est que il y a les ramilles, puis il y a beaucoup plus de bois qui reste en forêt pour, bon, c'est bon pour la biodiversité, c'est bon pour un paquet de choses, mais donner un marché à tout le bois, c'est un peu comme un gros export d'éléments nutritifs hors des forêts. Puis on n'a comme pas de moyen de le ramener, ces éléments nutritifs-là. Ben, en fait, j'ai fait mon doctorat sur ça, mais dans le contexte de la forêt boréale, donc l'effet de l'exportation d'une partie des branches et des houppiers. Puis ce qu'on avait vu dans la plupart des sites, encore une fois, c'est juste pour la forêt boréale, là, c'est que dans la plupart des cas, ça ne causait pas de problème. On pouvait aller chercher une partie des branches et des houppiers parce que il restait suffisamment de résidus. On n'est pas capable d'aller chercher 100 %, c'est certain. Là. Quand on regarde les pratiques présentement en Amérique du Nord, c'est à peu près 50 % des résidus de coupe qu'on est capable d'aller chercher comme vraiment techniquement, là, parce que c'est variable, c'est difficile à ramasser. Donc, techniquement, il en reste au moins 50 % là, sur le terrain. Donc, il en reste suffisamment. Puis pour la plupart des sites, cette quantité-là est suffisante pour maintenir la productivité. Il y a une exception de sites qui sont déjà de fertilité marginale. Donc, les sols grossiers, les sols qui sont déjà secs, le fait d'aller enlever de la matière organique ou le fait d'en laisser plus, ça a un effet bénéfique. Je vais le dire d'un point de vue positif. Le fait de laisser les résidus de coupe sur ces sites-là, ça a un effet positif sur le maintien de la fertilité des sols et la productivité. Donc, on est capable, avec ces critères-là, bon, les sols grossiers, les sols secs, les sols minces, on est capable de sélectionner sur le territoire les sites trop sensibles et si on a de la récolte de biomasse à faire, d'aller juste sur les sites qui sont capables de le supporter. Donc ça, c'est une chose. On s'en vient bon pour identifier les sites sensibles. L'autre affaire qu'on s'aperçoit, puis on a eu le cas notamment à Forêt-Montmorency, c'est que justement, le fait qu'on n'a plus de preneurs de petits bois, on a eu quelques années là, où les usines de petits bois étaient fermées. Et là, ça faisait que nos critères de façonnage des billes avaient vraiment changé, puis on laissait une quantité énorme de bois sur les sites parce qu'on allait chercher juste les parties de tige qui avaient le diamètre et la qualité suffisante. Le reste était laissé sur les sites. Puis on avait c'était un peu la même chose un peu partout au Québec. Là. Il y a beaucoup de petits bois qui étaient laissés sur les sites, mais pour la régénération naturelle, tu n'as pas de semis qui est capable de pousser là-dedans. Fait que ça crée un problème de régénération des sites. Fait que là, il y a probablement un juste milieu à atteindre. Donc, si on a un marché de la biomasse qui est capable de valoriser les parties d'arbres de petits diamètres ou de faible qualité, bien, ça se peut qu'on ait des gains dans certains cas pour faciliter la remise en production des sites et sans nuire non plus à la fertilité des sols. Donc, ça, c'est l'équilibre qu'on essaie d'aller chercher. Là. C'est pour ça qu'on a des travaux là, spécifiquement là-dessus là, pour essayer de trouver le bon équilibre là, entre la quantité à laisser pour protéger les sols sans nuire à l'établissement, à la remise en production des sites. Merci beaucoup, ça répond à ma question. David, as-tu une petite question? Oui, c'est très petite. Merci Evelyne pour ta présentation. On parlait de coupes partielles. Ma question portait sur les coupes partielles. Je voulais savoir si vous aviez débuté des expériences de coupes partielles à la Forêt-Montmorency. Puis ma question va peut-être te surprendre, mais je me demandais si vous aviez envisagé de tester des coupes par bande, par bande étroite. Là, on sait que ça a été testé il y a très longtemps en forêt feuillue, mais pourquoi pas dans la sapinière à bouleau blanc? Là? C'est une bonne question. En fait, les coupes partielles, on en fait depuis les années 80-90 à la Forêt-Montmorency. Ce n'était pas pour des raisons de carbone, on s'entend dans ces années-là. C'était vraiment plus pour un aspect visuel puis récréo-touristique. Là. Donc, on a des anciennes coupes partielles des CPI, en fait, là, qui sont assez vieilles et qui seraient comme prêtes à la deuxième passe, qu'on serait prêt à rentrer dedans là, maintenant là, pour la deuxième passe. Donc, on est allé revisiter ces coupes-là, ces anciennes coupes-là, on a pris des mesures. Là, on va faire la deuxième passe puis on va voir comment que ça se passe. Là. Donc, je n'ai pas encore de résultats le fun à vous montrer, là, mais d'ici une couple d'années, on va en avoir. Donc, il y a ce bout-là, puis il y a l'aspect opérationnel, comment ça coûte. Il y a aussi la qualité du bois que tu vas chercher. Quand tu fais ta CPI,
souvent, tu vas aller chercher les tiges de mauvaise qualité ou de petits diamètres pour laisser tes champions sur place puis améliorer la qualité de ton peuplement. C'est beau en théorie, puis c'est ça de la bonne sylviculture. Sauf que si tu fais une première coupe, ta première CPI, puis que tu as du bois de mauvaise qualité, que tu n'as pas de marché, pas capable de vendre ou que tu vends juste à la pâte, donc là, ton bilan carbone n'est peut-être pas si champion que ça. Là. C'est le genre d'affaires qu'on étudie présentement. La question de des coupes par bande, je pense qu'on avait fait des tests dans la partie sud de la forêt Montmorency. C'était Domtar à l'époque qui exploitait. Mais on n'a pas de plan de tester ça, mais ça pourrait peut-être être une bonne idée pour trouver un compromis. Éviter le chablis ou autre, là, que c'est vraiment une bonne question. C'est ça, j'ai l'impression qu'il en avait déjà testé avant, mais je ne sais pas où est-ce que c'est allé. Des bandes étroites pour limiter le fluide, pour créer des conditions microclimatiques qui vont limiter la décomposition, avoir beaucoup d'ombrage quand même, là, pas des bandes très larges. Là, mais... Oui, c'est un bon point. Je vais regarder. Je n'ai pas connaissance qu'on en a testé, puis c'est pas dans nos plans, là, mais c'est un bon point. Merci tout le monde. Merci Evelyne.